Ça va aussi. Dis, je voulais intro Dis. cet épisode en te racontant ce que j'ai fait hier soir. Hier soir, j'ai regardé une émission qui est un peu comme Cache Investigation, mais version belge, donc avec l'accent. Et c'était super intéressant. En fait, il faisait un focus sur l'industrie de la frite. Donc là, tous les Français qui écoutent notre podcast se disent, putain, deux Belges qui parlent de frites, génial, ça va être intéressant. Mais en fait, c'est pas très intéressant. Euh, Pourquoi est-ce que je voulais te parler de ça? C'est parce que du coup, on voit qu'il y a 4-5 acteurs qui se partagent le marché. Et en gros, c'est le circuit classique de l'agriculteur qu'on appelle un patatier, ce que je ne savais pas, qui du coup récolte ses patates tout au long de l'année, qui ensuite apporte ses récoltes à l'industriel qui en fait met les patates sous forme de frites surgelées. Donc jusque-là, tout à fait classique, tu vois. Et ils montrent, bien sûr, ils ont une vision très cash investigation, tu vois, donc c'est très orienté politiquement, j'ai l'impression. Mais ce qui était intéressant, c'est que je me suis fait la réflexion au cours de l'émission que des fois, tu vois, j'ai tendance à un petit peu romancer l'industrie. Et en fait, tu te rends compte que c'est que des merdes. Genre là, dans l'industrie donc, du coup, de la frite surgelée en Belgique, il y a des dizaines d'accidentés du travail chaque année, des gens qui meurent. Et je pense qu'il y a chaque année, il y a au moins une personne qui meurt ébouillantée ou suite à un accident violent. Tu vois, non, c'est vraiment, enfin pour le coup là tu rigoles Chaud. parce qu'on parle de frites, tu vois. Et on se dit que c'est, mais non, en fait tu vois, en gros il y a les frites qui rentrent, elles sont coupées, enfin les pommes de terre qui rentrent, elles sont coupées en petites languettes qu'on appelle une frite, et ensuite elles sont mises par tonnes dans des énormes friteuses. Elles ressortent, elles tombent dans un bac de congélation à moins 30 degrés. Ensuite, elles sont en sachet. Et puis ensuite, elles sont distribuées partout dans le monde, tu vois. Et ensuite, tu vois, il faut vider l'huile de cuisson. Et du coup, il y a des énormes cuves. Et tu te rends compte, en fait, que les gens dans les alentours de l'usine se plaignent parce que ça pue la merde. Enfin, tu vois, c'est que des ennuis. Et tu vois, donc, des fois, tu me dis, ouais, François, toi, t'aimes bien tout ce qui est industriel, etc. Je dis, oui, j'aime bien. Mais quand c'est poussé à ce point-là, avec tous les ennuis qui viennent avec, c'est un gros no-go, quoi. Et d'ailleurs, sur le podcast, je vais inviter un ami à moi je l'ai invité, là, il est un peu surchargé, mais qui fabrique des centaines de milliers de macarons par jour. Donc, il a notre âge, il a lancé son usine il y a quelques années à partir de rien. Au début, il cuisait des macarons dans son four et puis ensuite, il a grandi Mhm. petit à petit. Et je me réjouis vraiment d'avoir son point de vue là-dessus parce que tu vois, lui, maintenant, il a des centaines d'employés. Il a des chaînes de production qui font des centaines de mètres. Euh, dès qu'il y a un truc qui foire dans la recette, toute une production est jetée à la poubelle. Il a des contrats hyper contraignants avec des grands de la distribution. Et donc, si jamais lui ne fournit pas, par exemple, autant de palettes de macarons qu'il a promis, il a des sanctions qui sont extraordinairement exorbitantes, des sommes qui sont exorbitantes. Et en fait, tu vois, c'est toute une façon de travailler à laquelle, personnellement, j'ai un peu goûté, mais peut-être pas assez pour en éprouver le dégoût. Et voir cette émission-là, discuter avec mon pote, eh ben ça me rappelle en fait que là, putain, on est quand même dans un endroit qui est hyper. Enfin, tu vois, notre cercle, notre microcosme, il est quand même hyper privilégié. C'est-à-dire des gens qui font des trucs dans l'Internet, tu vois, Dans et l'Internet des réseaux. l'Internet des réseaux sur le net. Et donc, tu vois, ça paraît fou en fait que software is eating the world. Quand tu compares en fait notre cadre de travail, notre cadre d'évolution, nos performances, etc., versus le cadre d'évolution de quelqu'un qui se lance comme industriel, je sais pas, du macaron, de la frite, peu importe, Mhm. tu vois. C'est vraiment des sujets qui sont complètement opposés. Et donc, j'ai du mal à comprendre quels sont les ponts entre les deux. Bien sûr, c'est du software, tout ça est automatisé, etc. Tu vois. Mais d'un point de vue mindset et risque, oh, putain, nous, on est dans le bon camp, quoi.
Et voilà, je voulais juste commencer là-dessus. Je sais pas toi, tu es adepte en plus des émissions de cash investigation, hein, je sais Ah, bien. moi, je suis fan. Enfin, je suis fan, attention. J'aime beaucoup ces émissions-là parce que tu vois des facettes de marché, d'une partie du monde pour lequel tu n'as pas d'insight naturellement, sauf si tu as bossé dedans. Après, je prends toujours ça avec des pincettes parce que, comme tu as dit, c'est super politisé. Tu sais, tu as Élise Lucet là, qui casse les couilles à tout le monde, qui te poursuit dans la rue, qui te crie dessus, qui te pose des Qui questions découpe bien tous pièges. les. Ouais. Ouais, tu vois, elle te pose les bonnes questions bien pièges où c'est sûr que tu peux pas répondre autre chose qu'un truc qui va te foutre dans la merde. Euh, donc, je fais gaffe. Mais je regarde plein des trucs d'investigation, je regarde bien. Alors, et à chaque fois, du coup, je regarde aussi qui les a réalisés et, euh, et je prends ça en compte, quoi, parce qu'il faut faire gaffe, quoi. Mais des fois, ça te fait découvrir des trucs de ouf, je sais pas moi, le monde des épices, par exemple. Tu sais, j'avais regardé tout un truc sur l'industrie des épices ou l'industrie de la bouffe en supermarché. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu as des bugs systémiques dans ces chaînes-là et dans ces systèmes-là qui en feraient fuir beaucoup, quoi. Et ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc clairement, clairement, clairement. Mais oui, je suis grand fan. Mais ouais. Tu m'enverras d'ailleurs ton truc sur les frites, ça m'intéresse. Ça m'a intrigué, là. Les frites, là, ça m'a intrigué. Je te jure, Euh, ça je- fout les boules. Ça fout les boules. Et tu vois, en plus, tu vois, bien sûr, ils vont interviewer les pauvres familles qui ont été touchées par ce genre d'accident. Euh, ouais, je sais pas, j'ai plus du tout envie d'aller. Enfin, il y a un moment, tu vois, je me serais peut-être bien dit, ouais, 5 à 10% de moi qui aurait bien fait ça. Et là, je te jure que c'est descendu à 2-3%, quoi. Laisse tomber. Tellement, tellement plus simple là d'où on est. C'est ça qui ouais. est... Et c'est encore plus simple sur la blockchain. C'est encore plus Oui. simple. Il y a encore plus de choses de dingue qui se passent. Je sais pas si on va parler des cryptos dans chaque épisode, mais en tout cas, t'as fait un clubhouse la semaine passée. Ça s'est passé comment? C'était quoi le sujet? C'était qui l'invité? Et Alors, curieux. l'invité, Curieux d'en moi, j'en savoir. avais parlé un peu dans l'épisode précédent et du coup, on a fait un podcast. D'ailleurs, désolé, j'ai envoyé un email à notre base FarmSpot et l'email, en fait, je ne savais pas, mais avec notre fournisseur, enfin, notre service qui envoie les emails, quand on a sur un service gratuit, les emails s'envoient hyper lentement. Du coup, j'ai envoyé l'email à 4 heures pour un Clubhouse qui avait lieu à 18h15 et à 18h15, et la moitié de la liste avait toujours pas reçu l'email, quoi. Non, merde. Bon, Donc il y a des pas gens qui grave. ont reçu l'email bien après, et je m'en excuse ici. Enfin, je présente mes excuses. Mais du coup, on va faire un recap avec Justin de tout ce qu'on a fait et de tout ce dont on a parlé. Parce que du coup, c'est Justin Matekovic avec qui j'ai fait ce petit clubhouse qui a duré 20-30 minutes, hein. On est allé rapidement, on a analysé les chiffres, on a analysé le marché Sorare, on a analysé l'écosystème. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais je ne sais plus quelle est cette grosse boîte de jeu. Je pense que c'est Ubisoft, Ubisoft, ouais. ouais, qui du coup est un des premiers acteurs à activer la portabilité des cartes Sorare. Donc en gros, ils prennent les cartes Sorare. Enfin, vous en tant que joueur, vous pouvez prendre vos cartes que vous avez sur Sorare et les transférer sur Ubisoft, jouer des parties, recevoir des gains, peut-être avoir un jeu qui est différent de celui qui est sur Sorare. Puis ensuite, vos cartes, vous les avez toujours sur vous, vous pouvez toujours les revendre sur Sorare ou les vendre sur le marché secondaire, etc. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, d'ailleurs, je me demande quels sont les... Parce que tu vois, ils ont levé énormément d'argent, finalement. Pourquoi, comment, je sais pas. Je sais pas, j'aimerais bien en savoir plus. Mais pour moi, un des trucs qu'ils pourraient faire, c'est faire comme toutes ces boîtes dans la blockchain font, c'est faire des grants et inciter les gens à construire des jeux autour de l'univers Sorare. Donc en gros dire, ok les gars, maintenant on est comme un investisseur, on investit dans des studios qui vont développer des jeux pour nos cartes soirées beaucoup plus addictifs à la rigueur que ce que nous on a mis au point, parce que Mhm. peut-être que eux leur vraie plus-value c'est pas de faire des jeux, c'est plus d'émettre des cartes avec et de dealer avec des clubs, tu vois. Donc ça Hmm. c'est hyper intéressant. Mais il y aura un report de tout ce dont on a parlé. Justin est en train de l'écrire consciencieusement. Non, trop bien. Trop bien. Tu vas en faire une newsletter ou quoi? Ou un Ouais, post Twitter ouais. ou... Ok. Non, nous êtes. Ouais. Ok, trop bien, trop bien, trop bien. Cool. Et t'as acheté des NFT ou pas encore?
J'ai fait mes premiers bids sur Sorare, je me suis fait défoncer parce que j'ai mis qu'un seul bid à une somme ridicule et tous les joueurs de la Jupiler Pro League se sont fait voler sous mon nez Ah, par des putain, mecs. je voulais acheter Lukaku. Et en vrai, je connais rien au foot, rien du tout. Je sais juste qu'en Belgique, c'est Lukaku qu'il faut acheter. Du coup, j'ai voulu acheter Lukaku. Et les prix ont fait, mais ils ont grimpé, mec. Mais c'est monstrueux. Toujours là, ça euh, grimpe de ouf. Euh, et j'ai pas réussi. Donc, ouais, t'as essayé de bider, t'as pas eu ton bid, quoi. non, mais j'ai pas non plus insisté. Mais c'est tellement. En fait, tu vois, et du coup, depuis, j'arrête pas de déshabiller, entre guillemets, l'écosystème Sorare. Tu vois, à la fin, j'ai plus que le squelette Sorare. Et je me dis, putain, on pourrait faire un Sorare du X, enfin du X, X, Y, Z, tu vois. Je trouve ça intéressant parce qu'ils ont réussi en fait à éliminer complètement la blockchain quasiment de leur Mm. proposition de valeur sur le site, tu vois. Quand tu es un joueur, enfin, tous les potes qui sont fans de foot que j'ai envoyés, je leur ai pas dit, les Mhm. gars, c'est backé par le blockchain. Je leur ai dit, les gars, les cartes ont de la valeur. Vous pouvez les revendre après, tu vois. Et c'est ça qui est très prenant pour les gens, j'ai l'impression. Et il y a des mecs qui vont faire des fortunes là-dessus, c'est sûr. C'est Ouais, sûr. ouais D'ailleurs, moi Blackpool, j'attends. ouais, Blackpool, Blackpool ouais. va peut-être lancer son token. Ils en parlent dans le C'est vrai? Discord. Ouais. Ok. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Justin m'a dit par message que donc du coup le fondateur de Sorare a fait un clubhouse avec un VC que tu aimes bien là, Twenty Stebbings. minutes. Ouais, voilà. Ouais. Et il disait que probablement que le next move obvious pour les VC ce serait de faire entre guillemets des Blackpool-like et investir dans des tokens, investir dans des NFT Ouais, pour avoir un Blackpool, en ROI. gros, c'est un fonds Ouais. d'investissement qui achète des NFT principalement. Donc des trucs qu'on peut collecter, etc. Ouais. Ça, c'est ouf. Mais sinon, j'ai acheté du OX Mons. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un petit jeu. Enfin, c'est pas, c'est un petit NFT, un petit monstre Et t'as sur les acheté quoi? T'as conseils d'un acheté le pote. NFT ou un coin ou le Euh, token j'ai du jeu? farm- j'ai farmé le truc. Donc en gros, j'ai fait un j'étais liquidity provider sur cette interface-là. Et j'ai farmé mais un truc ridicule. Je gagnais quasiment rien tous les jours. Et à la fin, en fait, si tu continues à être LP, tu pouvais recevoir un airdrop du token, du NFT. Donc moi, j'ai des tokens de cet écosystème-là, mais j'ai pas reçu de NFT. Ok. Donc voilà, c'est un peu des conneries. Mais je suis en train de bien, bien creuser le sujet des NFT. Enfin, Là même, pour être honnête, pareil, j'essaye de faire plein de choses. Là, moi, j'ai acheté un petit NFT, c'est Pepe Twerk. J'ai pas acheté un Pepe Twerk. En gros, Pepe Twerk, c'est un mème. Et il a créé 50 œuvres d'art qui sont vendues instantanément, évidemment. Et, euh, et, euh, et là, récemment, il a fait un drop de 100 œufs, des Mystery Eggs. Et si tu achetais un Mystery Egg, dans le 30 mars, toutes les personnes qui achetaient un Mystery Egg vont avoir un autre NFT, un cadeau. L'egg va éclore et ils auront un cadeau. Et du coup, j'ai réussi à choper. Alors, je n'ai pas réussi à choper parmi les 100, mais j'ai racheté un mec qui avait acheté. J'ai payé 3 fois le prix, mais je me suis dit, tu sais quoi, non, c'est vas-y. pas encore ce qu'il y a dans l'œuf, c'est ça? Tu sais pas ce qu'il y a, c'est le 30 mars, je saurai ce qu'il y a dans l'œuf. Et en fait, j'adore. Genre, ça me fait vraiment passer quand j'étais gosse. C'est ouf. Là, par exemple, je suis en train de regarder beaucoup les gachas. Donc, en gros, les gachas au Japon, c'est un truc hyper répandu au Japon. Les fans de Dragon Ball savent ce que c'est un gacha parce qu'il y a un jeu mobile qui génère des dizaines de millions par an de dollars qui est basé sur les gachas. Et en gros, au Japon, les gachas, c'est genre les petites machines qui sont sur un thème, genre, je sais pas moi, Dragon Ball. Et dans la machine, il y a 50 figurines possibles à collecter et tu mets une pièce, tu tournes la machine et hop, là, tu vas avoir une petite figurine qui va tomber, une petite boule avec une figurine dedans. Tu sais pas si c'est la plus rare ou la moins rare. Et en gros, tout ce que tu fais, c'est que tu mets de la thune, tu tournes et tu essaies d'avoir toutes les figurines possibles. C'est ce qu'on appellerait en belge un attrape-couillon. C'est exactement ça. Mais les gachas au Japon, c'est ultra tendance. Ça se fait depuis des années. Sur mobile, il y a plein de jeux gacha. Il y a un jeu Dragon Ball Z. C'est Dragon Ball. J'ai oublié le nom, il faudrait que je retrouve. Mais
Goten, non, un truc comme ça, je sais plus, Goten ou je sais plus quoi. Et Dokkan Battle, putain, ça s'appelle Dokkan Battle. Vous irez voir ce que c'est, Dokkan Battle. C'est une boîte qui fait des millions et qui vend des paquets où dedans tu peux avoir des petites figurines et après tu te bats avec ces petites figurines Dragon Ball. C'est sur mobile, donc c'est du virtuel. Donc maintenant on pourrait même mettre du NFT on top of Dokkan. Mais ouais, du coup, gros fan de gacha. Et là, je suis en train de creuser un gacha qui s'appelle Doki Doki. Et c'est un gacha manga qui a l'air de bien monter sur le marché. Et juste, je suis en train de voir pour acheter possiblement Ah, mes premiers gachas là-dessus. Mais Doki Doki, le site web, c'est degacha.com. C'est vraiment pas mal. Je suis en train de regarder. Et ils ont deux tokens, donc les Doki Doki et les Azuki. ouais, C'est marrant parce qu'on n'arrête pas de m'en parler. Enfin, c'était la deuxième personne à m'en parler aujourd'hui. J'en ai parlé à quelques autres avant. Donc, il y a peut-être un time to market là. Peut-être ouais, il ouais. faut app in, comme ils disent. Donc voilà. Mais oui, on parle énormément de crypto, mais je ne sais pas si c'est une distorsion de la réalité qu'on subit au day-to-day, du coup, dont on témoigne dans le podcast, ou si c'est un vrai truc auquel il faut vraiment penser et réfléchir. J'aurais Je tendance pense à qu'il dire que faut. c'est les deux. Ouais, voilà. Je pense qu'au niveau artistique, les NFT, je pense que ça boom, mais c'est une grosse bulle et ça va certainement éclater. Par contre, les fondamentaux du NFT, c'est-à-dire le fait de redonner pouvoir aux créateurs et d'enlever tout gatekeeper sur la création pure et dure d'un écrit, d'une musique, d'un art, de n'importe quoi. euh, Ça, je veux dire, c'est incroyable. On attend ça depuis toujours. Et là, c'est concrètement faisable et c'est de plus en plus facile à faire. Quand je dis plus en plus facile à faire, c'est parce que ça fait quelques jours que je suis sur je creuse le sujet des NFT, des plateformes NFT pour artistes, type Showtime qu'on a eu avec Alex, type Rarible et autres, et même les privés, type Zora, type Foundation. Et je suis sur leur Discord et je discute avec pas mal d'artistes depuis quelques jours. Et, euh, et c'est fou le nombre d'artistes qui arrivent sur ces Discord-là. Je crois qu'il y en a une centaine d'artistes qui arrivaient sur le Discord de Foundation ces 24 dernières heures. C'est des gens qui ne connaissaient pas du tout la crypto, qui ne connaissent pas du tout les NFT, qui apprennent à minter, le fameux mot minter, c'est-à-dire déposer sur la blockchain. euh, et, euh, et, euh, et qui sont en train d'apprendre. Et pour le coup, du coup, je vais goupiller là-dessus sur un truc sur lequel je voulais parler. C'est, donc, comme je dis, ça fait quelques jours que je parle avec beaucoup d'artistes. Quand je dis beaucoup, c'est une cinquantaine d'artistes sur Twitter et sur Discord. Et, euh, et que je 50. follow, ouais, je les follow, je leur parle et j'essaie de voir c'est quoi leur problématique. Et je pense qu'il y a boulevard pour créer déjà un cours sur Gumroad. C'est How to Market Your NFT, déjà de base. Ils ont tous la même problématique. C'est soit avant que les NFT explosent et qu'ils prennent l'importance qu'ils ont aujourd'hui, tu étais déjà connu. Donc, c'est-à-dire que sur Instagram, tu avais une base de followers. Sur Twitter, tu avais une base de followers. Ça aussi, c'est un sujet. Tout se passe sur Twitter, pas sur Instagram pour le moment. Donc, toi, en tant qu'artiste, si tu étais habitué à Instagram, il faut que tu pivotes vers Twitter et donc tu recommences avec une base vierge de followers si tu en avais sur Instagram ou sur Facebook. Bon, après, ça va, tu peux essayer de les convertir en leur disant que c'est sur Twitter que ça se passe. Savoir que les plus gros acheteurs, ils sont sur Twitter. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, il faut apprendre à faire du marketing sur Twitter. Dans le monde des marketeurs, euh, surtout aux US, depuis 3-4 ans, depuis que Twitter existe depuis plus longtemps, mais depuis 3-4 ans, Twitter, c'est vraiment devenu la plateforme où énormément de choses se passent dans la tech et dans le marketing des gourous et ce genre de choses. Et du coup, depuis quelques années, il y a de plus en plus de gourous qui vendent des cours entre 50 et 100 dollars sur comment faire grossir ton Twitter pour créer ton audience et après vendre une formation, vendre n'importe quoi. Donc, c'est le truc classique que vous connaissez sur YouTube. Ben, maintenant, ça se passe sur Twitter. Et en fait, la plupart de ces gens-là, ils tweetent entre, je sais pas, 10, 20, 30 fois par jour pour donner des astuces marketing. Et derrière, ils disent, si tu veux en savoir plus, va voir mon cours, va voir mon cours, va voir mon cours. Et vous avez des comptes Twitter de mecs qui font ça et qui font des dizaines de milliers de dollars chaque mois. Euh,
Et en fait, je pense que ça, c'est exactement transposable dans le monde des NFT. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux faire la même chose, c'est-à-dire tu tweets entre 10, 20, 30 fois par jour, tu donnes des tips à des artistes sur comment vendre leur première œuvre, qui est en fait la chose la plus complexe. En fait, une fois que tu mines ta première œuvre, le plus dur, c'est d'avoir la première personne qui l'achète. Donc, c'est comment tweeter, comment storyteller, comment créer ton profil sur la plateforme, comment commencer à liker les autres artistes, retweet les autres artistes, les contacter en DM, faire des partenariats en mode on se shout out chacun. Tu sais, tous les trucs qu'en fait tu dois faire, marketing en tant qu'artiste que tu dois faire. Et je pense qu'il y a un boulevard là-dessus. Et je me dis même que si ça m'excite à long terme, peut-être que je m'amuserai à faire un petit cours. Et en fait, le cours, il peut être très facilement faisable. En fait, ce que tu fais, c'est que tu digues un peu, tu regardes c'est qui les top 20 artistes qui ont démarré de zéro et qui ont réussi à vendre. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'audience avant. Sachant que quand tu as une audience avant, c'est quand même beaucoup plus simple. En général, quand tu as une audience 2000, 3000 followers et que tu crées déjà de l'art avant les NFT, tu peux très, très vite dès ton premier lancement sur une plateforme de NFT, avoir ta première vente dans les 24 heures. Par contre, si tu décides de te mettre maintenant en tant qu'artiste, maintenant commencer à créer des œuvres d'art et les vendre sur les plateformes de NFT, en fait, tu démarres de zéro et c'est pas parce que tu fais du NFT que les gens vont forcément acheter ton œuvre. La barrière à l'achat va être plus faible parce qu'il y a de plus en plus de spéculateurs, mais c'est pas pour autant que tu vas vendre dans les 24 heures. J'en suis un exemple parce que je suis en train de faire une petite expérimentation et je vous en dirai plus dans les prochains épisodes. Mais soit, et tout ça pour dire que il y a un vrai boulevard sur les cours parce qu'il y a une demande mais énorme sur les Discord, sur les Twitter d'artistes qui se lancent sur les plateformes de NFT. Et en fait, ils sont là en mode, bon, ben voilà, j'ai minté, donc j'ai payé $40 pour mettre sur, je sais pas moi, Foundation.app et j'ai pas de vente. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vois? Eh ben, il y a de la place pour vendre un cours 100 balles en mode, ben voilà, les 10 steps à faire, les templates à mettre en place, les trucs à faire, les best practices, etc. etc. Et alors, au niveau de la création, je pense que c'est très simple. Comme je disais, tu vas choper les 20 artistes qui n'avaient pas d'audience avant et qui aujourd'hui vendent grâce à leur technique de marketing sur Twitter et tu les interviews. Ils vont le faire gratuitement. Tu leur expliques ce que tu fais. Tu dis que tu veux aider d'autres artistes. Tu as envie de leur poser des questions pour comprendre comment eux ont réussi. Tu les interviews et des interviews, t'en tires de leçons et des best practices et t'en fais un cours. Très simple. Je pense que ça peut vraiment être, ça peut être ouf. Enfin, ça peut être de l'argent facilement généré, quoi. J'adore. Et j'adore tellement que ça me chauffe aussi. Tu sais quoi? Le jour, donc moi, pour l'instant, justement, je suis en train de, pareil que toi, de diguer tout ça. Euh, et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'artistes, comme tu dis, qui sont nuls ou enfin, qui sont pas présents sur Twitter. Par contre, qui ont une audience sur Insta. Et du coup, je les suis tous sur Insta, tu vois, petit à petit, je les suis. Et je vois qu'ils share des posts, etc. Donc, ils sont plutôt actifs. Et l'autre jour, j'ai repéré un espèce de Russe qui fait des clubhouse pour les artistes émergents dans les NFT. Et donc, en gros, tous les samedis ou tous les dimanches, je sais pas, ils se rassemblent et il leur explique, etc. Il a fait un site web et tout pour ça. Donc, à mon avis, il a une vraie traction. J'ai DM l'artiste en question qui m'a répondu, ouais, non, il fait ça gratuitement. C'est juste du contenu, etc. Mais maintenant, à chaque fois que l'artiste faisait une story, etc., une fois sur deux, le mec était dedans, tu vois. Genre, elle repartageait son interview, etc. Donc, c'était super intéressant. Un truc que j'ai capté aussi en écoutant beaucoup Mirror, si vous voulez en fait être au top level sur ce qui se fait en termes de NFT, etc., il faut suivre Mirror, c'est via Mirror sur Twitter, 2R. Il disait, c'est limite tout aussi important. Enfin, le plus important, c'est pas forcément le prix auquel tu le vends la première fois, puisqu'à chaque fois qu'il est revendu, tu as une commission sur chaque revente. C'est plutôt à qui tu le vends la première fois. Donc en gros, c'est hyper important d'avoir le meilleur acquéreur possible en termes de renommée. Pourquoi? Parce que si c'est Koopa Troopa ou Alex Masmej qui achète ton NFT va prendre beaucoup plus de valeur que si c'est Jenny Mess ou François Majan qui achètent le NFT et qui n'ont pas une audience de NFT addict autour d'eux. Et ça, c'est très très fort. Donc ça, c'est un truc aussi à inclure dans le cours, je pense. S'il y a moyen de, je sais pas s'il y a moyen d'agir là-dessus, mais je pense qu'il y a moyen de trouver Ouais, il y a moyen d'agir. tips. Il y a moyen d'agir. Je suis en train de parler avec un mec et en gros, il m'a donné des noms de genre des acheteurs connus en NFT
et des acheteurs connus en fait qui ont fait décoller la carrière d'artistes novices qui venaient de sortir en fait. Juste parce que c'est eux qui les ont achetés en premier en fait. Et il m'a dit contacte ces mecs-là, crée une relation avec eux, like tout, commente tout. Là c'est genre de tips que je donnerais tu vois dans ce fameux cours. C'est tu commentes tout ce qu'ils font, tu likes tout ce qu'ils font, ces fameux buyers, ces collectionneurs. Tu leur dis congrats quand ils font un achat, tu leur envoies un message privé, tu leur demandes des conseils, et en fait, tu crées une relation avec lui jusqu'à ce qu'il achète ton œuvre. Et là, tu as déjà des gros noms Oh, qui, c'est bon, ils ont acheté ton truc, quoi, tu vois. Et, j'ai plein d'idées qui viennent en tête, là. mec, ça fait 2-3 jours, là, je suis en mode... je spoil rien pour le moment parce que je suis en train de faire une expérience sociale. Oh, tu l'as C'est... spoilé sur Twitter, non? Non, 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 pas Tu, encore, pas encore, tu pas parles encore. pas de ça? Ah, tu parles d'autre chose? Ok, d'accord. Non, expérience sociale, je l'ai spoilé à personne, même pas à toi. Personne ne sait rien. Si ça fail, j'en parlerai pas. Si ça succède, j'en parlerai. Et, euh, et je kiffe. Genre, ça fait 2 jours, je suis en kiff total. Bah, genre, je pense bien que si ça succède, je vais en faire une vidéo YouTube où j'expliquerai tout de A à Z. C'est dingue. Mais ça a beaucoup de chances de fail. Et pour le moment, c'est mal parti. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Mais ouais, non, grand truc à faire. Et en fait, c'est parce que j'écoutais une vidéo de Gary Vee qui expliquait que les deux problématiques NFT actuellement, c'est comment apprendre aux artistes à se marketer. Et la deuxième, c'est pour les collectionneurs, comment flex avec tes NFT. Donc, ça veut dire, une fois que tu as des NFT, ben, comment tu les showcases et comment tu montres que tu es le boss des NFT, quoi. Et ça, on en a parlé dans le dernier épisode, du hardware qui permettrait de showcase tes NFT, mais on a parlé avec Alex, en fait, d'un Instagram des NFT où tu montres les NFT que tu as. Et je pense qu'il y a plus que ça à faire, où vraiment showcase ce que tu as dans ton wallet. Encore une fois, on en revient à là, tu vois. C'est comment tu peux brag, comment tu peux flex avec ce que tu as. Et là, dans le social consumer, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour flex et pour, euh, et pour en fait juste montrer que tu es le meilleur des collectionneurs ou tu es, le meilleur dans ce sujet-là, quoi. Ouais, Et il y a de la c'est place pour des apps, c'est pour incroyable. n'importe quoi. Et ouais, je suis d'accord. Pour le moment, il y a plein de choses qui sont en train de se penser. C'est comme il y en a plein qui, enfin, l'allusion, elle est connue. C'est un peu comme l'ère de l'ICO. L'ICO, c'était un boom incroyable. Finalement, il n'en est pas resté grand-chose à la fin, mais ce qui est resté, le creuset, comme on dit en parlant du cœur d'une étoile, eh ben, est resté. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui à la défi d'exister, au DAO d'exister, etc. Donc c'est très, 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 très puissant. Et il faut porter attention. Et puis ensuite, il faudra partager le bon du mauvais. Mais tu vois, mais c'est tellement intéressant comme expérimentation. Et, et, euh, et voilà, d'ailleurs, enfin, je vais pas te parler de cette boîte-là. Mais je t'ai dit juste avant de commencer l'interview que j'avais trouvé enfin, que j'avais envie d'inviter un type sur le podcast. Ouais. Et c'est Alban de Noël de Sketchfab, parce que pour moi, Sketchfab, j'en discutais avec un pote sur WhatsApp, est une des sociétés françaises les mieux positionnées pour se lancer sur le marché du NFT. Ils ont des créateurs par dizaines de milliers qui designent en fait des objets 3D. Ils ont déjà un réseau de marques et donc une distribution euh, parce qu'il y a des gens comme Dior, comme Nike, comme Adidas qui viennent acheter des modèles 3D sur leur site web. Je pense que s'ils arrivent à capter et à surfer cette vague du NFT et à l'adapter à leur écosystème à eux, c'est très, 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 très fort. Et j'ai trop envie de l'inviter sur le podcast parce que du coup, lui, il a un parcours intéressant d'un point de vue entrepreneurial et je voulais en parler. Donc, voilà. 3D modeling de ouf. Et genre, ça fait partie de l'expérience sociale dont je parlais. Et en gros, Arrête, arrête, soit tu le dis, soit tu dis pas, là. non, non, mais en gros, il y a un boulevard là pour la création d'un service où tu crées des NFT pour des marques et pour des gens. Il y a un vrai boulevard. Il y a énormément de main-d'œuvre qui sait faire du 3D modeling de qualité. Et il y a en face de plus en plus de marques de gens qui ont envie de créer des NFT sans que ce soit eux qui les créent. Et il y a un mélange
là-dedans. Il va y avoir une demande et une offre qui va matcher. Et donc, il y a énormément de choses à faire sur En ce plus, tu n'es sujet-là. pas obligé de tomber dans le modèle dégueulasse où tu outsources tout ça à des petits Indiens qui font ça qui ont aucune incentive au succès du NFT en tant que tel, tu vois, à part le fait d'être payé en one time. Tu peux, en utilisant le modèle de Mirror, vraiment utiliser une forme de fundraising pour ton NFT et où tu alloues d'office des tokens de ton NFT au designer ou je sais pas, au 3D artiste qui fait ça, etc. Et vraiment, comme ça, tu vois, sur le long terme, les gens, ils reçoivent aussi l'upside. Et ça, je trouve ça très, 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 très fort. Et ça va changer complètement le jeu, tu vois. Et trop envie de continuer à explorer là-dedans, mais Ouais, on de peut en ouf, parler de ouf, pendant des heures. de C'était ouf, la de boîte dont ouf. tu voulais, enfin, c'était le truc dont tu voulais me parler, ton cours de NFT, ton cours de Il y a, how to sell your NFT. il y a- ouais, tout seul, il y a un truc à faire. En gros, c'est une marketing pour artistes, hein, tu sais, c'est rien de révolutionnaire. J'ai un ami qui est manager d'un artiste connu en Belgique et, il fait tout le marketing de cet artiste. Donc, cet artiste lui crée et mon pote, lui, bah, il fait le marketing pour cet artiste-là. Grâce au levier marketing qu'il a mis en place depuis quelques années, bah, en fait, l'artiste qui manage a commencé à être assez connu et ils ont fait rentrer du cash et tout se passe bien. Et, euh, et lui, à un moment donné, il a réfléchi à créer un cours pour apprendre à d'autres artistes à marketer leur art sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos, en nourrissant les réseaux, en nourrissant les différentes plateformes des réseaux sociaux, en ayant des idées de quoi poster, en interagissant avec des collectionneurs, ce genre de choses. Basique, ouais. Et en fait, tu Basique, peux mais c'est ce qui exactement la fonctionne. même. Hmm. C'est ça. Et en fait, tu peux exactement faire la même chose sur les créateurs de NFT. Et l'avantage, c'est que les créateurs de NFT sont déjà normalement sur les réseaux sociaux un minimum, tu vois. Oui, et puis Donc même, ça veut dire. c'est un art qui se vend sur Internet. Du Oui, coup, c'est ça. t'es pas obligé C'est de mettre ça. dans ton cours, OK, vous devez aller vous pointer à toutes les expositions et aller serrer des paluches. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois. C'est ça qui est génial. Ouais. Euh, Putain, mais tu me chauffes trop, j'ai trop envie de le faire. J'ai toujours eu envie de faire un cours. Et j'ai failli en faire un sur la food. Avec mon expérience dans la food, je trouvais ça intéressant de Oui, comme, ouais. partager, OK, comment lancer un food DTC en 30 jours. Là, ça peut être super intéressant. Ça permettra en plus d'encore plus dick et d'avoir un incentive sur le long terme, enfin sur le court terme. Hmm. Clairement. Clairement, Intéressant, clairement. intéressant. Euh, Tu voulais parler d'une clairement. boîte classique ou je me lance? Non, vas-y, dis-moi, parle-moi d'un truc Alors, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est excitant dont on vient de parler là. Ça s'appelle Tractive. Je sais pas si tu connais. Tractive, en fait, c'est un Non. collier qui est à destination des Tractive. animaux de compagnie, donc typiquement chien-chat, Ok. et qui permet en fait le suivi en temps réel de l'endroit où se trouve votre chien ou votre chat. Donc typiquement, vous avez un chat, il se barre pendant 3 jours parce qu'il en a rien à foutre de votre gueule. Il revient au bout de 3 jours et tu te demandes, ok, il était où pendant les 3 jours? Et ben en temps réel, tu pouvais le Ok. savoir grâce à l'app, etc., etc. Donc en gros, c'est vraiment un collier de suivi qui fonctionne sur la technologie GPS et qui permet de faire du live tracking, de l'activity tracking. Donc en gros, tu peux voir si ton chien fait assez d'efforts. Et c'est super intéressant. Tu peux déterminer une clôture virtuelle. Donc s'il dépasse une certaine distance, par exemple, de ta baraque, eh ben, tu peux dire, OK, là, envoyez-moi une alerte. Ça veut dire qu'il est en train de se barrer, le con. Tu vois, donc Ok. c'était super intéressant. Et je voyais ça en mode, ouais, putain, c'est vraiment le Strava. Donc Strava, c'est Ouais. l'application qui permet aux gens de loguer leur course à pied ou leur tour en vélo, etc. Ouais. Mais c'est le Strava du chien, du chien ou du chat. Et ce qui est super intéressant, tu vois, c'est que ils ont comme investisseurs tous les anciens fondateurs de Run Static ou Run Tastic, je sais plus comment on s'appelle, une boîte un peu comme la Nike, Ouais. Nike Run, qui a été revendue à Adidas. Et tu vois, donc je me suis dit, ah, c'est marrant ça, pourquoi est-ce qu'ils ont ces investisseurs-là? C'est quoi leur business model, etc. Donc je vais un peu dig. En gros, le collier coûte 49,99 plus abonnement plus accessoires. Donc en gros, il y a un panier moyen d'au moins 70 euros pour le collier plus ses accessoires, donc le petit câble USB pour recharger, etc. Et ensuite, par-dessus ça, tu es obligé, vu que c'est une technologie GPS, d'acheter un abonnement via Attractive, du coup, qui te coûte
soit 7 à 8 euros par mois si tu prends mois par mois, soit jusqu'à 4 euros si tu prends pour plusieurs années ou plusieurs mois, tu vois. Et donc, je me suis dit, putain, c'est super marrant. Donc, en gros, ils ont réussi à avoir tous les avantages, les gars. Donc, ils font un produit qui coûte cher, parce que je suis allé voir sur AliExpress, etc. Tu en as pour 20 $, des trucs qui sont identiquement les mêmes. Donc, le produit, ils le marketent plutôt cher. Puis ensuite, ils upsellent le client, et si jamais le client, enfin, le client est obligé de souscrire à un abonnement pour que le collier fonctionne correctement, tu vois. Donc, si jamais Ok. tu arrêtes ton abonnement, bah, ton collier ne fonctionnera plus. Du coup, t'es closé, mais pour le reste de la vie de ton chien. Et du coup, si, imaginons un client il achète le collier plus un abonnement pour un mois, puis il drop, ça coûte 78 euros. Si le client le garde pour toute la vie de son chien et qu'on pense que son chien dure, je sais pas moi, vie pendant 10 ans, le panier moyen, c'est 520 euros. Ok. Donc, tu vois la différence. Mhm. Donc, ils ont une costumeur, enfin, Lifetime value. la valeur de leur client sur toute la durée de vie du client, c'est en moyenne, à mon avis, 500 euros. Et du coup, j'ai un petit peu regardé leurs stats, etc. J'ai vu qu'ils avaient 860 000 visites par mois sur leur site web. J'ai pris un taux de conversion de 3-4%. Donc, il y a plus ou moins Mhm. 34 000 personnes qui, tous les mois, pourraient convertir sur ce site web-là. Donc, c'est-à-dire que ça fait en moyenne, enfin en moyenne, si on prend à la grosse louche, en gros les chiffres, il doit faire entre 2 et 3 millions de CA par mois, ce qui est super fort, tu vois. Ouais. Et donc, je pense que le business, il doit faire aux alentours de 30-40 millions par an. Ils sont beaucoup, Avec, là, je vois, ils sont... ouais, ils sont une centaine, hein, quasiment. Ouais, quand même. Ils Ouais. sont basés en Autriche. Et si tu regardes un petit peu, tu peux taper Tractive Alternative sur Google et tu verras qu'il y a des dizaines et des dizaines de compétiteurs qui se lancent. Pourquoi? Parce que c'est un easy to win en fait, hein. Si tu as la distribution, la tech, à mon avis, n'est pas très compliquée derrière. Moi, il y a très longtemps, j'avais contacté les mecs sur AliExpress qui me disaient qu'ils me fournissaient l'app en white labeling. Donc en gros, AliExpress, c'est pas non seulement des mecs qui font des produits pourris, ils font aussi des apps pourris qui vont avec. Donc ça, c'était intéressant de savoir qu'ils pouvaient te la filer en white labeling. Ouais. Euh, et je trouvais ça super intéressant. En plus, ils upsell. Tu as un abonnement qui est classique ou premium. Si tu as le premium, tu peux exporter ta data, tu peux avoir une couverture mondiale. Donc, en gros, si tu te balades avec ton animal un peu partout, ça continue de fonctionner, tu vois. Donc, ils ont vraiment réfléchi un peu à tout. Et voilà, je trouvais ça intéressant comme boîte parce que c'est pas la boîte qu'on voit dans Madines, tu vois, mais à mon avis, ils doivent faire plein de cash et je pense qu'ils n'ont pas levé énormément d'argent. Mhm. Moi, la dernière levée de fonds que j'ai vue, c'était un peu plus de 2 millions d'euros et c'était il y a longtemps, donc peut-être qu'ils ont refait entre-temps, mais je ne sais pas. Et donc voilà, je trouve ça intéressant d'en parler. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, et si je fais vite un aparté pour le long terme, euh, sur le très long terme, enfin sur le moyen terme en fait, on voit que les gens ont de moins en moins d'enfants et ont de plus en plus d'animaux de compagnie. Donc en gros, vu que le rapport, le lien qu'il y a entre un être humain et son animal de compagnie est en train de se rétrécir, dans le sens où il se rapproche, ça devient quasiment des enfants, et ben en fait, ça conduit à une il y a une surmédicalisation de l'animal de compagnie. Vu que tu y tiens, tu veux qu'il aille bien. Et vu que tu veux qu'il aille bien, eh ben, tu l'amènes souvent chez le vétérinaire, tu l'amènes souvent chez le psychologue pour chien, j'en sais rien, tu vois. Tu lui achètes des jouets, tu lui achètes de la bonne bouffe, tu lui achètes de la weed qu'on avait vu, la CBD oil, etc., pour qu'il se sente bien. Donc, le panier moyen d'un propriétaire d'un animal de compagnie qui tient son animal de compagnie a tendance à exploser dans les années à venir, aura tendance à exploser dans les années à venir. Et du coup, tu vois, je vois très bien ce genre de produit en mode, OK, c'est un wearable en fait, qui indique les performances et le bien-être de mon chien ou de mon chat. Et quand j'irai chez le vétérinaire dans l'avenir, l'expérience 5 étoiles du vétérinaire, ce sera quoi? Ce sera pas OK, monte sur la table avec ton chien et on lui regarde les babines et puis il se barre, tu vois, et on lui fait sa piqûre. Ce sera OK, monsieur, bon, bah, je regarde un petit peu les dashboards, je vois que votre chien il a couru autant, autant. Vous savez, les autres chiens dans la même catégorie qui viennent chez moi, qui sont en bonne santé, bah, ils font 1 kilomètre en plus par jour. C'est peut-être Mhm. intéressant d'en faire
1,5 en plus pour rattraper leur retard, tu vois. Donc, en gros, le vétérinaire, je pense que son rôle va changer dans les années à venir. Il sera plus seulement, et c'est déjà beaucoup, quelqu'un qui s'occupe de la santé sur le court terme du chien. Ce sera plus limite un coach. Et je pense que ce sera à la rigueur encore plus rapide que pour les êtres humains. Pourquoi? Parce que pour les êtres humains, il y a une fraction de la population dont je fais peut-être partie, j'en sais rien, dont tu fais peut-être partie aussi, qui aurait tendance à restreindre en fait le partage des datas et la transparence des datas. Tandis que si c'est ton chien ou ton chat, tu t'en fous. Si ça peut profiter à d'autres chiens ou d'autres chats de savoir que cette bouffe-là, c'est de la merde, ou que mon chien était malade, il a tel cancer, tu vois. En gros, et d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, et désolé, j'enchaîne beaucoup d'idées là, mais il y a beaucoup de boîtes, si tu regardes même chez YC, qui sont des boîtes qui font de la recherche sur le cancer et de la recherche vraiment poussée scientifique, et qui commencent d'abord par les chiens. Et enfin, alors il y a un marché entier pour les chiens, tu vois, mais si YC de Serra les prend, à mon avis, c'est parce qu'il y a aussi peut-être une méthode, une forme de software qui va être mis en place, qui pourra peut-être un jour être transposé pour les êtres humains. Et si tu regardes un peu l'évolution aussi, tout simplement, de comment ce que la science travaille et la recherche biomédicale travaille historiquement, ben, on teste d'abord sur les animaux, puis ensuite on fait sur les êtres humains. Donc voilà, tout ça me fait dire que c'est pas seulement un wearable qui coulole. Si c'est bien fait et que les gens ont la vision long terme, ça peut être aussi le wearable qui sera l'équivalent d'une Apple Watch santé sur ton chien ou sur ton chat. De ouf, de ouf. Non, déjà, d'ailleurs, le coaching personnalisé pour ton chien, ça peut être un upsell pour ce fameux Tractive. Ça peut être un service d'upsell d'ailleurs. En mode, on regarde un peu ce qui s'est passé. Derrière, tu as un coach interne qui te dit ce que tu dois faire pour ton chien. Mais non, de ouf. Sur la bouffe pour chien, il y a plein de choses qui se font. Il y a de plus en plus de bouffe de haute qualité pour animaux. Parce qu'apparemment, ça aussi, l'industrie de la bouffe pour chiens et chats, c'est aussi un truc un peu what the fuck. Apparemment, les produits qui sont dans leur bouffe ne sont pas incroyables. Ils bouffent l'équivalent que sinon on bouffait de la bouffe transformée, toute dégueulasse, avec très peu de nutriments. Et du coup, il y a de plus en plus maintenant de marques D2C, de bouffe pour chiens, qui essayent d'améliorer la qualité de bouffe pour chiens. Et pourquoi est-ce qu'ils se lancent pourquoi est-ce que toutes ces marques-là se lancent? Parce que c'est hyper facile de trouver un fournisseur, hyper facile de faire un packaging, et tu gères tout ça de ton salon. J'en ai déjà entendu plein. En fait, ils ont limite, ils n'ont pas de chiens, ils n'aiment pas les chiens, mais juste, en fait, c'est très simple aujourd'hui de faire Mais de les la femmes pour chiens, publicité. tu les trouves. Les femmes pour chiens, ils sont dans les groupes Facebook, ils sont dans des forums. C'est Ok, très d'accord, tu vois, mais facile. ce que je veux dire, c'est que si tu es un entrepreneur qui veut juste faire du cash sur le court terme et que tu sais faire du Google Ads et du Facebook Ads, ben en fait, c'est les Ouais, seules c'est ça. métriques qui sont importantes dans le business. À partir du moment où tu as un produit de qualité, et puis ensuite, le Ouais, reste c'est se que le fait, quoi. produit est pas difficile à faire, c'est le reste qui Mhm. est, qui est plus complexe. Mais donc, si tu sais faire le reste, c'est le genre de business très terre à terre où si tu fais ça bien la première année, tu peux avoir des très beaux chiffres et c'était tranquille, quoi. Donc, je suis d'accord. D'ailleurs, ça me fait rire D'ailleurs, parce que, vas-y, attends, dis-moi. une dernière parenthèse, quand j'avais un chien, je sais bien qu'il y a plusieurs fois, nous, on passait par des livreurs de croquettes et les mecs venaient, enfin, ils faisaient vraiment ça. Vraiment, c'est une activité, mais ils le faisaient ça juste au téléphone, tu vois. Donc, ils arrivaient à générer assez d'argent. Pourquoi? Parce que c'était de la bouffe de merde, j'imagine, à l'époque, et qu'eux prenaient une énorme marge dessus. Et juste, ils passaient leur journée à les conduire chez les gens. Ils avaient leur petite voiture, tu vois, et c'était vraiment ça leur métier. Et ils avaient un petit entrepôt, et c'est comme ça qu'ils arrivaient à vivre. Donc, il y a des business comme ça qui se lancent. Et au début, tu peux faire énormément de thunes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément les ressources ni la vision qui savent se lancer sur ce marché. C'est pareil sur le marché, par exemple, de l'isolation. On en pourra en parler, je le connais un petit peu pour avoir travaillé de façon connexe avec les gens de l'isolation. C'est incroyable. Ce métier est rempli de bolos. Pourquoi? Parce que c'est un métier en plus qui est basé sur des politiques étatiques de, d'investissement dans le renouvelable, dans la conservation de l'énergie, etc. Du coup, en gros, il y a des gros incentives lancés par l'État. Tu as plein de mecs
qui savent à peine faire 1 plus 2, qui se lancent et qui, très vite, en fait, doivent gérer des entrepôts, doivent aller sur du terrain, etc. Et puis, tu as des intermédiaires qui se mettent entre les deux. C'est vraiment... vous tapez isolation thermique sur YouTube, enquête, cache investigation, je suis sûr qu'il y en a un là-dessus, parce que c'est vraiment un endroit de margoulin, comme on dit. Donc voilà. Toi, tu voulais dire quoi? Bah, oula. Non, 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 je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu te souviens, on avait entendu sur un podcast le business de ramasseur de merde. Tu te souviens de ces conneries-là? C'était un type qui avait pitché. C'est un mec que je regarde, que je suis sur Twitter. C'est un type qui est fan des business traditionnels. Par exemple, il va te dire ouais, lancer une boîte la blockchain, c'est pour les tocards. Tu vas rien faire avec ça. Fais un business terre à terre, concret, isolation, real estate, stockage, tout Hmm. ça, tout ça. Et dedans, il y a un business qu'un pote à lui a fait, qui est le ramassage, et pour lequel il dit il faut vraiment pas avoir. Enfin, même si tu es le plus con des cons, tu peux faire de l'argent avec ce business-là. C'est le fait de ramasser les merdes des animaux, des chiens dans leur jardin. Tu te souviens pas de ce truc-là? C'est Poppy Scoop, je crois. Putain, il faudrait que je retrouve le truc, c'est aux Ah, mais US. c'est pas avec le petit drapeau, là? C'est pas ça leur branding? Encore, Non, ils non, mettent non, un non, petit non. Ah, drapeau je sais pas, le branding, je sais pas, mais c'est genre, c'est Poppy dans la Scoop, je mer. crois. Ah, ok, d'accord. Et en gros, c'est ça. En gros, c'est des gens, tu les appelles, c'est comme ton jardinier. Tu vois, au lieu de le payer 25 balles par semaine l'été pour venir faire ton jardin, ben là, tu payes 25 balles par semaine et en fait, il vient dans ton jardin et il ramasse toutes les merdes que ton chien fait dans ton jardin, au lieu que ce soit toi qui le fasses. Et donc, il y a ça. Et puis, ça, c'est le privé. Puis, il y a le public. Et le public, c'est que tu vas chercher les mairies et tu te fais payer et tu vends le service aux mairies où tu dis, bah, nous, on fait le tour des rues. Et dès qu'il y a de la merde, par exemple, dans les bacs pour chiens, là, je sais pas quoi, là, les espèces de bacs pour chiens, bon, on ramasse les merdes pour vous. Et du coup, il expliquait un peu, il décomposait un peu le business. C'était son pote qui avait lancé ce truc-là. Et il avait dit, très vite, en fait, tu recrutes des mecs pas très. Genre, tu n'as pas besoin de recruter des gens où tu les payes très cher et ils ont un travail très complexe à faire. Tu leur expliques juste, tu arrives chez le client, tu ramasses les merdes, tu rentres au bureau et t'enchaînes toute la journée comme ça. Et donc, il disait que son pote avait fait 200 000 euros de CA les 6 premiers mois avec lui et un ouvrier, un premier ouvrier qu'il avait recruté. Et marketing, c'était du flyering pur et dur, qui est juste distribué. C'était pendant le Covid. Donc, il a fait ça pendant le premier mois du Covid. Flyering, juste aller mettre du flyers dans les maisons des quartiers des différentes mairies. Et numéro de téléphone, et dès qu'il avait un numéro de téléphone, il a envoyé le mec, vas-y, tu as telle adresse, tu as ramassé les merdes, tu reviens. Et c'était un prix par service. Donc, c'était un prix fixe et on va ramasser toutes les merdes possibles et imaginables dans ton jardin. Moi, Euh, je rigole parce que j'imagine le titre de la vidéo. Le business, faire 200K en ramassant de la merde. non, mais c'est Clic, grave. clic, clic, clic. Non, mais c'est le genre de truc un peu à la con. Et apparemment, c'est un vrai truc, quoi. Il y a vraiment des gens qui payent pour que quelqu'un vienne dans ton jardin ramasser la merde de ton chien que tu n'as pas envie de ramasser. Et il y a aussi des mairies qui payent. Alors, c'était aux US. Je sais pas si c'est le même deal avec les services publics aux US qu'en France. Je sais pas. Je ne connais pas, tu vois. Mais en tout cas, En là-bas, France, c'est c'était quand même des agents privés qui mettent des amendes du coup dans la rue. Du coup, j'imagine que ça peut aussi fonctionner de sous-traiter Ouais, ça. ouais. Et t'imagines, t'as la mairie de Paris, frérot. T'as eu le taf pendant longtemps, hein. Il y a de la mer partout, quoi. Enfin, moi j'habite au centre de Paris. Là, je sors de chez moi. Tous les 50 mètres, il y a de la mer de chien, quoi. Et donc, t'as du taf, quoi. Ah là là, putain, on en revient à Énorme. parler de mar de chien. Mais il faudrait que je retrouve ce truc. Il faudrait que je donne plus de détails parce qu'il y avait tout un. Mais Il y avait on des. mettra en lien dans la description. Ouais, j'essaierai de retrouver le truc et je mettrai un lien dans la description. Moi, j'avais juste un petit truc, deux direct-to-consumer rapidos auxquels je voulais parler. Vas-y. Euh, Pareil, un direct-to-consumer très, 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 très facile à lancer. Je connais quelqu'un qui nous écoute qui en a lancé un et un autre direct-to-consumer à creuser. Alors, le direct-to-consumer à creuser, c'est les fleurs comestibles. J'ai vu qu'il y a un boom sur Instagram de gens qui cultivent des fleurs comestibles. Donc en fait, c'est super beau les fleurs comestibles. Ça n'a pas trop de goût. C'est un truc qui n'a pas trop de goût. Mais en fait, ça peut agrémenter des plats, des salades.
Et en fait, ça enjolive ta salade et ça crée de la mâche. Et apparemment, les fleurs comestibles, c'est super simple à faire pousser. Euh, et du coup, j'ai trouvé plein de petits comptes Instagram de petits cultivateurs de fleurs comestibles qui vendent à travers WhatsApp et Instagram. Et les gens sont fous. C'est principalement des meufs qui achètent ça. Et dans les commentaires, c'est en mode que des bons commentaires, en mode la semaine passée, je t'ai commandé des trucs, c'était trop bon. Alors c'était trop bon alors qu'en fait, c'est pas censé avoir du goût. Mais en mode toute la famille était contente. Il y a ils repostent avec des photos, les fleurs dans la salade ou la fleur au-dessus du steak ou ce genre de choses. Et donc je pense que kit de fleurs comestibles, il y a un petit truc à faire. Donc ça, c'est Un très kit, quick, attends, mais là, c'est quoi? Tu vendrais les graines avec il y a deux choses. Soit tu fais pousser tes propres fleurs comestibles, ou soit tu fais un kit de fleurs, enfin, ou soit tu fais on t'envoie des fleurs comestibles à la maison pour tes salades, quoi. Mais je pense que le kit, c'est plus gadget, c'est plus DIY. Et avec toute la tendance DIY actuelle, ça pourrait être drôle d'essayer de voir des kits pour faire pousser. Tu sais, on achète des basiliques, quoi. Donc pourquoi on n'achèterait pas un kit pour Oh faire pousser merde, des. vas-y, sinon j'ai un DTC aussi dont je voudrais parler. Vas-y. Ok, donc il y a ça. Et Dans le deuxième cas. D2C, et pour le coup là, qui est beaucoup plus validé, qui est connu, qui se fait beaucoup, mais qui est un D2C à grande marge et qui ne fait que monter, c'est les kits de bubble tea. Ce week-end, j'étais dans Paris et je vais dans un truc à bubble tea. À Paris, tout le monde boit des bubble tea, enfin tous les jeunes d'une Cool. certaine, ouais, qui ont même des certains. Par exemple, je suis entré dans un truc de bubble tea. Apparemment, c'est le meilleur bubble tea de Paris. Et je suis arrivé au pire moment parce qu'apparemment, c'était le jour de la sortie d'un album de K-pop. Et le truc de bubble tea était bourré de meufs en train de danser, de chanter, sans masque évidemment, dans une petite pièce tous serrés, en train de faire une tombola, en train de faire des photos avec leurs artistes K-pop favoris. Le putain de bubble tea coûtait 7 balles. C'est quand même du thé avec des parts de tapioca et du sucre. Ça coûte 7 balles, ce truc. C'est super bon, hein, c'est addictif, c'est trop bon, mais ça coûtait une blinde. Ça prend 2 secondes à faire. Tu le vois à l'arrière, ils ont une machine, une espèce de mixeur, ils mettent dedans, ils mettent les barres de tapioca, ils mettent dans une petite machine, ça couvre, enfin ça scelle le truc, 7 balles. Du thé avec des parts de tapioca et du sucre. Et en fait, il y a plein de personnes qui aiment faire des bubble tea chez elles. Et du coup, si tu regardes sur Google Trends, le bubble tea ces dernières années n'a fait que grimper. Et du coup, il y a place pour des kits pour faire des bubble tea chez toi, de plein de goûts différents. Et on a quelqu'un sur la communauté qui fait ça, des kits de bubble tea. Estelle, ouais. Ouais, fait des kits de bubble tea. J'ai pas ces chiffres, donc on serait curieux de leur poser ces chiffres. Mais c'est de la grande marge. Tu as une communauté forte. Donc, au niveau de l'acquisition, c'est assez simple. Tu prends l'angle kawaii sur Instagram et je pense que tu peux faire toute ton acquisition là-dessus, C'est même au quoi niveau du Kawaii? branding. Kawaii, je crois que ça veut dire, c'est un truc kawaii. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en gros, les trucs kawaii, c'est les trucs mignons en japonais ou en coréen. Ah, ok. Je sais pas comment on écrit kawaii. Kawaii. Je sais même pas ce que ça veut dire kawaii. Donc, mais je sais que genre j'ai des potes. Je connais un type qui est trop fan de je dessine kawaii. Japonais, ah, ça veut dire mignon en japonais. Voilà. Ok, voilà. Tu peux faire un branding kawaii et tu fais un branding kawaii et tu vas choper tous les influenceurs francophones sur la K-pop et les trucs japonais parce que c'est japonais, mais bon, mais beaucoup de Coréens consomment ça aussi. Euh, et à mon avis, c'est le genre de D2C. Fournisseur, ça se trouve très simplement. Tu as des kits, j'ai vu en mode dropshipping, tu as des kits tout faits. Euh, pour moi, c'est un dropshipping très, 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 très simple à mettre en place. Donc, très simple à mettre en place, très simple à marketer parce que tu as une communauté forte et tu as un engagement fort. Euh, et, euh, et, et c'est un marché en expansion. Donc voilà, juste, et on a quelqu'un dans la communauté qui en fait, et je serais curieux qu'elle nous en dise un peu plus aussi sur l'outil de la communauté Ouais, je pense que sur c'est un de ses side farmspot.co. business. Ça s'appelle, je sais pas, on peut dire le nom ou ça se fait pas?
Vas-y, Ce non, serait non, quoi? balance. C'est Si, 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 si. boîte à bulles au pluriel.com. Boîte à Euh, bulles au pluriel, parce que même moi, je sais, je savais plus. Attends, c'est boîte, boîte plus. boîte. Non, mais du coup, c'est boîte, pas au pluriel, à bulle, mais bulle, il faut un S. Attends, tu veux que je te l'envoie? Vas-y, Tu on l'as. va. Je l'envoie sur WhatsApp.com, C'est .com? ouais. Ouais, j'ai pas la même chose, mais bon, c'est pas grave. Je vais regarder. Ok. Et vas-y, du coup, enfin, c'est quoi? Elle vend quoi comme type de kit? Combien elle en vend? Enfin, Je c'est sais quoi pas combien. les types de kits? Il y a 3 types de kits. Je suis en train de redécouvrir son truc, mais t'en as 3 là. T'as la boîte des indécis, la boîte Tapioca et la boîte Tapioca édition découverte. Donc en gros, c'est. Et la façon dont elle se brande, elle dit qu'il n'y a pas de plastique, que c'est green, responsable, etc. Donc, et enfin, quand elle s'est présentée sur la communauté, elle avait l'air très, très, très maligne. Donc, avec plaisir, on refera un retour sur ces chiffres s'ils sont publics. Sinon, voilà, c'était un Ok, petit shout-out. elle a fait de l'acquisition gratuite sur Instagram, juste en postant et en trouvant des personnes qui voulaient bien reposter. Donc c'est vraiment petit direct au consumer que tu montes très facilement. Les premières ventes se font de façon organique. Euh, c'est pas très 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 complexe à mettre en place. Et je pense que la marge doit vraiment être intéressante. Et c'est vraiment un marché en expansion. Donc en Europe en tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui consomment du bubble tea. Moi, je ne consommais pas de bubble tea avant. Ma copine, elle a vu sur Instagram des gens qui consommaient des bubble tea. Elle a dit, on va aller goûter les bubble tea. On a été goûter. Et maintenant, à chaque fois qu'on passe devant un truc de bubble tea, moi, j'ai envie de bubble tea. Tu vois, c'est un peu addictif. C'est bon, c'est sucré. Voilà, quoi. Donc, je peux comprendre les kits de... Il est beau son site, il est bien fait. Elle a bien fait ça, hein. Ouais, Je trouve que c'est bien fait. Ok. Ben voilà, j'ai pas d'autres. Je voulais juste te parler de ça. mal. J'ai pas d'autres sujets. Ah, elle a 1500 abonnés sur Insta. Ah, elle monte bien, hein, honnêtement. Propre. Moi, j'avais un DTC dont je voulais te parler, mais enfin, c'est pas vraiment un DTC et je crois, enfin, je préfère en parler dans un autre épisode. Ce sera plus marrant parce que j'aurai le temps de creuser un peu plus. Parce que Ok. c'est un DTC avec une loupe particulière. Je t'expliquerai. Ok, cool. Bah, on fait ça. Bah, écoute, je te laisse. On y va. C'est moi qui te Épisode laisse. Allez. 16. C'est l'épisode 16, je pense. C'est ça, un épisode 16. Ouais, c'est l'épisode 16. Non, Euh, non, c'est le 17 là. C'est le 17, putain, Et gros, déjà. On va et- trop vite. On va trop vite pour moi. Je ne suis plus. Bon. Et j'essaie de booker notre deuxième invité. Euh, Encore une fois, c'est un francophone, mais qui est habitué à l'anglais. Et du coup, il a peur de ses anglicismes et son accent un peu anglais. Et je lui dis, mec, très casse. C'est très casse. On a eu Alex, donc no problème. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et toi, tu as des invités bientôt? T'as de quoi nous ramener Du quelqu'un? coup, j'ai invité Michael des Macarons, j'ai invité Sushi, OX Maki de Ça Sushi va être Swap. énorme, ouais. Et là, je viens d'envoyer un DM à Fabien, Fabien, pardon, Alban de Noyel. Et OX et Macaron m'ont dit oui. Fabien, j'ai pas, Alban, j'ai pas encore de réponse. J'ai envie de Ok, l'appeler Fabien, je sais pas pourquoi. ok. J'espère qu'il ne Bon, on tombera pas dans verra. cette vidéo. Attends, lâchez des commentaires, lâchez des Ouais. likes, partagez autour de vous, lâchez 5 étoiles sur l'Apple Podcast, plus un petit commentaire, ça nous fait plaisir. Bah, bonne journée à toi. À toi aussi. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.